Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Garden. On se retrouve aujourd'hui, on va faire un petit point sur la course MVP, voir où elle en est actuellement et je vais vous donner mon top 10. Je ne sais pas si j'aurais eu le temps de le faire d'ici la fin d'année, je le fais maintenant pour faire un petit point sur ces premiers mois de compétition et avant la fin d'année 2025. Alors pour l'instant, la course elle est assez serrée. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à se retrouver dans ce top 10. Ça change pas mal. En tout cas, dans la seconde partie du top, ça bouge pas mal. Mais on a vraiment un duo ou un trio de tête qui est pour l'instant intouchable et qui, à mon sens, le restera jusqu'à la fin de la saison. On verra ça quand je vais vous donner mon top 10. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un j'aime à la vidéo, vous pouvez vous abonner. C'est très important si vous voulez soutenir la chaîne. Ça me fait plaisir. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Alors on va commencer tout de suite le top 10 avec en 10e position Giannis Antetokounmpo. Giannis sort un très bon début de saison, sinon il ne serait pas dans le top 10 évidemment, à quasiment 29 points de moyenne, 10 rebonds, 6 passes décisives, à toujours plus de 60% au tir, 3 points c'est assez propre, au lancer franc, on connaît, c'est une de ses rares faiblesses entre guillemets, mais Giannis fait du Giannis. Et Giannis qui fait du Giannis, c'est tous les jours dans la course au meilleur joueur de l'année. Alors pourquoi je le mets si bas ? Parce que on l'a appris ces derniers jours, Giannis est blessé. Et il sera blessé pour à peu près 2 voire 4 semaines. Et même on pourrait ne pas le revoir d'ici 2026. Alors pour l'instant je le mets ici, justement à cause de cette blessure. S'il n'était pas blessé, je le mettrais beaucoup plus haut. Là je le mets un peu comme une wild card et à voir au cours de la saison si ça va pas évoluer. Après Giannis il paye beaucoup aussi le début de saison très compliqué des Bucks. Le début de saison est vraiment pas dingue. Giannis les porte à bout de bras. Et surtout, ce qui n'arrange pas les choses pour les Bucks, c'est que les rumeurs du départ de Giannis Antetokounmpo sont de plus en plus vives. On a eu encore des rumeurs lancées par des gros insiders de la NBA et Giannis est plus que jamais sur le départ de Milwaukee. Alors, qui va le récupérer? Qui va faire un package intéressant pour se payer les services de Giannis? Ça peut faire l'objet d'une toute autre vidéo, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, Giannis est blessé, Giannis sort des statistiques dignes d'un MVP, et à voir à l'avenir si après son retour de blessure il va pouvoir enchaîner ces matchs-là, et si ce sera avec les Bucks. On avance avec en 9e position Victor Wembanyama. Victor, je vais dire un peu les mêmes choses que Giannis. Il sort des statistiques qui sont dans la course, qui sont des standards de MVP. Et comme il est blessé, je le mets un peu dans une wildcard, encore une fois, comme Giannis Antetokounmpo. Si Victor n'était pas blessé, pareil, je le mettrais un peu plus haut parce que Victor nous sort un début de saison
stratosphérique. On a en face de nous un joueur de 21 ans qui joue avec une telle maturité et une telle intelligence de jeu qu'en fait on peut pas se dire que ce gars-là va pas finir multiple MVP, qui va pas gagner des titres. On le voit tout de suite avec les Spurs que ils sont complètement métamorphosés depuis qu'il est arrivé. Victor, c'est vraiment le visage du futur de la NBA. Il est tout simplement trop fort. Et ceux qui le voyaient flop quand il se fait drafter, j'espère qu'ils regardent les matchs de Victor depuis qu'il est en NBA, parce que on n'a jamais vu ça. Après, le problème, c'est que il y a toujours ce problème de blessure qui freine ou qui coupe sa progression, qui coupe ses bonnes prestations. Et ça, c'est très frustrant. Mais après, c'est aussi le jeu des garçons avec cette taille-là, avec ce gabarit-là, avec ce physique-là. Ils se blessent énormément. Faut faire tout un travail de préparation physique pour qu'ils soient au top et qu'ils arrêtent de se blesser. On voit notamment les joueurs avec ce physique-là, comme Chet Holmgren, qui fait aussi un très bon début de saison, mais qui est sujet à de nombreuses blessures. Kristaps Porzingis, quand il est arrivé en NBA, jusqu'à aujourd'hui, c'est un gros sujet aux blessures qui a fait rater beaucoup de matchs, alors que Kristaps Porzingis, depuis son arrivée, a un gros talent. Mais voilà, c'est un peu les joueurs de cette génération immense, très fin techniquement, très fin physiquement, qui peuvent à peu près tout faire, qui peuvent jouer comme des meneurs, jouer comme des pivots, mais ça demande énormément d'énergie, énormément de traumatisme sur le physique. Mais le jour où les blessures vont laisser tranquille et les problèmes physiques vont laisser tranquille Victor Wembanyama, la NBA n'est pas prête. La NBA n'est tellement pas prête à avoir ce genre de joueur en pleine forme. Parce que là, on le voit, sur 12 matchs, c'est 26 points de moyenne, 13 rebonds, 4 passes décisives, à 50% au tir. Les lancers francs, c'est très propre. Il dégage une telle facilité sur les terrains. Même si j'ai souvenir que sur les premiers matchs, il y a eu un match où c'était moins bien, mais c'est normal. C'est normal quand tu es un jeune joueur, il a que 21 ans, bientôt 22. Mais quand tu es un joueur aussi jeune, c'est normal d'avoir des matchs entre guillemets ratés. Mais avec Victor, c'est tellement rare depuis qu'il est arrivé en NBA que on peut pas lui en vouloir. Il est juste trop fort, et le jour où, je le répète, les blessures vont le laisser tranquille, la NBA n'est absolument pas prête. On a en face de nous un futur multiple MVP, multiple All-Star. Et on demande, en tant que Français, mais je pense qu'en tant que fan de NBA tout court, on demande simplement à voir ça et à voir l'explosion de Victor. En 8e position, je place Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, du coup des Cavaliers. Alors il sort des stats qui sont du standard de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, c'est
30 points de moyenne, presque 5 rebonds, plus de 5 passes décisives, avec des pourcentages qui sont très propres, presque 40% à 3 points, 50% au global. Donovan Mitchell, il fait du Donovan Mitchell. On a vraiment l'habitude avec ce joueur qui réalise de telles performances au scoring, parce que c'est un scoreur qui est tout simplement extraordinaire, et on a l'impression que ça fait des années qu'il nous sort ces stats et nous sort des statistiques de MVP. Mais pourtant, il est souvent dans la course, il finit pas encore à atteindre le niveau des autres MVP. Alors que pour autant, Donovan Mitchell, leader de son équipe, même si depuis le début de saison, les Cavs, c'est mitigé. C'est mitigé, et heureusement que Donovan Mitchell est là pour sauver certains matchs. Et je pense que il paye un peu ses débuts de saison. Si les Cavs montent en puissance et s'il lui garde ce niveau de performance, ça va faire très mal aux autres équipes NBA, ça va faire très mal à la ligue. Et en fait, il faut vraiment que Donovan Mitchell soit régulier dans ce genre de performance. Voilà, on voit sur, par exemple, ses 5 derniers matchs, 43 points contre Indiana. Ensuite, il enchaîne 33 à Portland, 28-29 contre les Spurs, puis les Warriors. Faut qu'il continue sur cette voie-là. Faut qu'il continue à planter des grosses perfs comme ceci, des grosses perfs comme on a vu. Faut qu'il fasse des gros matchs au scoring. On a vu les 43 points, mais il faut qu'il en refasse d'autres pour se montrer et pour montrer que il est là, quoi, qu'il faut compter sur lui pour cette course-là, et que potentiellement cette année il peut viser le titre de MVP. Après voilà, il faut surtout qu'il reste régulier, et que sur la deuxième partie de saison il soit aussi fort que sur la première partie de saison. Ensuite, en 7ème position, je mets Jaylen Brown. Jaylen Brown qui est en l'absence de Jason Tatum porte les Celtics là où on ne les voyait pas. Jaylen Brown a pris le statut de franchise player. Il fait un peu fermer des bouches, parce qu'on se demandait si Jaylen Brown pouvait être un franchise player qui pouvait être le leader d'une très bonne équipe. Là, il le montre que oui, il est taillé pour ça. Oui, il peut remplir ce rôle parfaitement, que c'est pas juste un lieutenant, pas juste un très bon joueur à côté du franchise player. Il montre aussi que lui aussi, c'est un très beau calibre, que lui aussi, il peut rivaliser avec les meilleurs joueurs de la ligue, et que la combinaison de Jason Tatum et de Jaylen Brown est juste trop forte. Depuis le début de saison, Jaylen Brown est tout seul aux commandes, bien épaulé évidemment par du Peyton Pritchard, par du Derrick White, même si au tir c'est un peu mitigé pour lui. Et à côté, il a de très bons jeunes, comme on pense justement à Jordan Walsh, qui est exceptionnel depuis le début de saison. Défensivement, il est incroyable. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo
sur lui, sur son évolution et sur jusqu'où il peut aller, parce que il peut clairement être l'un des tout meilleurs défenseurs de la ligue sur les prochaines années et pourquoi pas concourir pour le défenseur de l'année. Mais là, on parle de Jaylen Brown, du coup, leader des Celtics cette saison, leader vocal. On sent qu'il a vraiment c'est vraiment le grand frère des jeunes joueurs des Celtics. On parlait justement de Jordan Walsh, mais il y a aussi Hugo Gonzalez, il y a aussi Josh Minott, Neemias Queta, qui sont tous des jeunes joueurs. Et Jaylen Brown a l'air de les prendre sous son aile et de leur montrer la voie et de montrer que c'est lui le patron de l'équipe. 29 points de moyenne, 6 rebonds, 5 passes décisives. Les pourcentages sont un peu cata, surtout sur certains matchs où il peut réaliser de très grosses performances. On sait que c'est un peu son point faible. Il peut réaliser des matchs très propres, mais le match d'après, le pourcentage au tir sont ignobles. Mais Jaylen Brown, c'est un joueur qui fait bien plus que mettre des points. Il a aussi cette intelligence de quand il sent que c'est pas son match, que c'est pas sa soirée, de pas non plus trop forcer et de beaucoup aider sur le reste des secteurs offensifs et défensifs. Jaylen Brown, c'est pas le meilleur défenseur de la ligue, mais c'est quand même un joueur défensif solide qui peut réaliser de gros services de ce côté-là. Et bien sûr, il n'est pas étranger au fait que il amène les Celtics là où on les imaginait pas. Au début de la saison, on imaginait les Celtics tanker. On imaginait les Celtics tout au fond de la conférence Est et qu'ils allaient se battre pour avoir une place de choix à la draft pour pourquoi pas récupérer AJ Bitanza, Cam Boozer, etc. Mais non, les Celtics ne font que gagner. Ils sont sur une série de victoires, sur une série de victoires qui est excellente. Ils ont gagné contre les Pistons, qui étaient encore invaincus et sur une grosse série de victoires il y a quelques matchs. Et tout simplement, les Celtics sont aujourd'hui 3e de la conférence Est et reprennent un peu le spot de contender. Avec Joe Mazzulla, c'est une équipe qui en fait ne veut pas lâcher, qui ne veut pas arrêter de gagner et qui veulent absolument montrer que même quand ils sont affaiblis, qui se sont affaiblis cet été par le départ de nombreux joueurs qui ont été artisans du dernier titre, qu'avec la blessure de Tatum, on pensait que ça allait être une saison à mettre à la poubelle. Et toute l'équipe, dont Joe Mazzulla, dont Jaylen Brown, montre qu'en fait, ils sont trop forts pour les enterrer maintenant. Que c'est une équipe qui marche trop bien, qui a une trop bonne énergie. Il y a encore Derrick White, il y a encore Peyton Pritchard. C'est entre guillemets trop fort pour pouvoir tanker. Et Jaylen Brown est le leader de cette équipe, leader d'une équipe
qu'on ne voyait pas contender, mais qui l'est aujourd'hui et qui vont continuer à gagner le plus possible. Ils vont vouloir aller en playoff et aller plus loin en playoff. Je pense que dans les têtes, ils se disent qu'ils peuvent aller en finale de conférence. Et vu ce qu'on voit et vu l'envie qu'affiche cette équipe, ce serait pas étonnant. En tout cas, Jaylen Brown est dans la course au MVP. Il pourrait être encore plus haut. Faut qu'il soit régulier. Faut que les Celtics gardent le cap comme ça. Et Jaylen Brown pourra peut-être être plus haut à la fin de la saison. 6e position, Alperen Sengun. Alors Alperen Sengun, c'est il step up chaque année. Et là, cette année, il est sur de très bonnes bases. Et les Rockets sont sur une très bonne base aussi. On voyait justement les Rockets faire beaucoup de choses avec l'arrivée de KD. Et de ce qu'on voit, c'est vraiment que KD bonifie cette équipe-là, mais que malgré tout, c'est l'équipe d'Alperen Sengun. Et Alperen Sengun sort un très bon début de saison à 23 points, quasiment 10 rebonds, 7 passes décisives. C'est très propre. Il doit monter en puissance. On sent qu'il peut encore faire beaucoup plus. Faut qu'il montre que vraiment les Rockets, c'est son équipe, que il peut les amener très haut. Faut qu'il fasse de grosses perfs individuelles et surtout tenir sur la durée. On rentre dans le top 5 avec Tyrese Maxey. Tyrese Maxey fait des stats folles. Énorme scoreur. 31 points, quasiment 32. 4 rebonds. 7 passes décisives. Les pourcentages sont un peu moins bons que ce qu'on a vu auparavant, mais c'est parce que il est tellement actif offensivement que forcément il y a du déchet, forcément il y a du moins bien à ce niveau-là. Mais il rappelle tellement beau souvenir des gros scores qui sont passés chez les Sixers. Il place quand même les Sixers à la 6e place et il pallie à toutes les absences que peuvent avoir les Sixers comme Joel Embiid, Lowry ou Paul George. Tyrese Maxey sort de très très gros matchs, des matchs références, et avec à côté de lui un très bon André Drummond. Il réalise un début de saison exceptionnel. Je ne sais pas si ça va tenir sur la durée, si au retour en forme de certains joueurs, il va pouvoir continuer à aligner ses statistiques. Ça reste le leader de cette équipe sur ce début de saison. Il faut voir aussi si les Sixers peuvent se maintenir dans le top 6, top 5 à l'Est. Ça risque d'être compliqué si ça se passe comme ça. Mais Tyrese Maxey a les cartes en main pour être l'un des tout meilleurs joueurs de la saison. C'est déjà l'un des tout meilleurs joueurs du début de saison. Et il peut aller encore plus loin. En 4e position, j'ai mis Cade Cunningham. Cade Cunningham,
leader de cette équipe des Pistons qui a réalisé un début de saison exceptionnel, qui sont premiers à l'Est. Un gros début de saison et un gros début de saison de Cade. J'en ai parlé il y a quelques temps dans une vidéo. Si vous voulez la voir, je vous la mets en description et en fiche sur la vidéo. Dans cette vidéo, j'avais repris globalement ce qui faisait la force de ces Pistons sur ce début de saison. Et la force principale, c'est Cade. Cade, quasiment 28 points de moyenne, 6 rebonds, quasiment 10 passes décisives par match. Les pourcentages, c'est pas trop ça. Surtout à 3 points. On voit 30 points, 30% en moyenne. C'est pas dingue. Mais il fait tellement plus sur un terrain, il distribue tellement bien le jeu. C'est un vrai leader, c'est le franchise player de cette équipe. Et il doit continuer dans ce sens-là. À 24 ans, il s'inscrit dans une montée en puissance, il rentre de petit à petit dans un prime qui doit être absolument bénéfique pour les Pistons. Et on le voit sur ce début de saison que c'est le cas, que sans lui, les Pistons ne réaliseraient pas ce début de saison. Les Pistons, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédemment, il faut absolument qu'ils gardent ce cap-là, qu'ils gardent cette énergie, qu'ils aillent le plus loin possible en saison régulière et surtout en playoff. Je pense que c'est là où on va les attendre le plus. Il faut aller en finale de conférence et il faut que Cade se montre. Il faut absolument que il s'inscrive dans l'histoire des Pistons et fasse des matchs références au plus haut niveau. Avant ça, en saison régulière, faut qu'il maintienne son équipe, faut qu'il maintienne ses statistiques, faut qu'il continue à faire des matchs références parce qu'il en a fait depuis le début de saison, même si ça fait que quelques mois que la saison a commencé. Il faut qu'il monte tout ça et il faut montrer qu'il peut être le franchise player de la meilleure équipe de la conférence Est. On rentre désormais dans le top 3. Et en troisième position, j'ai mis Luka Doncic. Luka Doncic qui sort sans doute le meilleur début de saison de sa carrière. Il est en quasiment triple-double, 35 points, 9 rebonds, 9 passes décisives. Dans des Lakers qui sont deuxième de la conférence Ouest derrière OKC. Il est tellement fort qu'en fait, il porte tout simplement cette équipe-là, même si à côté de lui, il y a un très bon Austin Reeves. Il a vraiment pris les rênes. Je pense à la passation de pouvoir entre un LeBron qui est encore LeBron James, mais on voit qu'il est un peu sur le déclin, entre guillemets, entre grosses guillemets, pour parler de déclin pour LeBron James. Plus, il est un peu plus souvent blessé. Du coup, Luka Doncic a vraiment les rênes des Lakers. Et il montre à quel point c'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Rien qu'à voir sur ses 5 derniers matchs, les statistiques qu'il envoie, le nombre de points qu'il envoie, 33 points,
43 points, 35, 34, 38 points. C'est le joueur qui te fait gagner des matchs, qui peut te faire gagner des titres. Et c'est ce qui manque à Luka Doncic. Il a été en finale en 2024, finalement perdu contre les Celtics. Et ensuite a basculé chez les Lakers. Et on sent que cette année, il peut aller très loin. Il peut aller au bout avec des Lakers qui sont valeureux, et dont il est le leader. Et je pense que lui qui est depuis quasiment son arrivée en NBA dans la course MVP, s'il continue sur cette lancée, s'il continue à placer les Lakers aussi haut, c'est peut-être cette année, peut-être pour lui. Peut-être pour lui sur le plan individuel, mais aussi collectif. C'est peut-être cette année qui va remporter le titre. Mais il faut faire attention parce qu'il y a du monde derrière et il y a du monde devant. Il faut faire très attention à ça. Mais quel joueur. Tout simplement quel joueur Luka Doncic. On peut le critiquer sur ses lancers francs. On verra que c'est pas le seul qui subit cette critique. Mais à la fin, en fait, il a tellement de talent qu'on peut rien dire, que même si c'est un énorme râleur, on peut rien dire sur le talent et sur le joueur exceptionnel qu'il est. En deuxième position, j'ai placé Nikola Jokic. Nikola Jokic, il a plus rien à prouver. Je pense d'ailleurs que il en a plus rien à faire du basket. Mais en ayant plus rien à faire du basket, il réalise des stats exceptionnelles. Ce mec-là est juste trop fort au basket. Quasiment 30 points de moyenne, triple-double de moyenne, avec 12 rebonds, 11 passes décisives. Des pourcentages qui sont hallucinants, 60% au tir, 40% 40% aux 3 points, 86% lancé franc. Ça m'étonnerait même pas qu'ils finissent la saison en triple-double de moyenne en 60-40-90. C'est typiquement le joueur qui peut faire ça, qui peut exploser énormément de records. Et tout simplement, personnellement, il n'a plus rien à prouver. Et il est encore au top du top. Je vois pas quoi de plus ajouter sur Nikola Jokic. On le connaît tellement, depuis des années, il marche sur la ligue. 3 fois MVP. Champion NBA. Il a fini le jeu et il est en passe de terminer encore une fois le jeu. Il peut devenir une nouvelle fois MVP. Les Nuggets sont assez bien placés dans la conférence Ouest. Et ça fait partie des contenders sur lesquels il faut compter. Mais Nikola Jokic, c'est juste trop fort. C'est juste trop fort. Et il faut juste remercier la vie de pouvoir
voir un tel joueur et de vivre à la même époque que un joueur de ce calibre-là. Et actuellement, est-ce qu'il y a un meilleur joueur que lui? C'est difficile. Mais il y en a quand même un qui est pour moi au-dessus sur ce début de saison. Et c'est Shai Gilgeous-Alexander. Dernier MVP en date. Et il est, selon moi, le favori pour sa propre succession. 33 points de moyenne, 4 rebonds, 6 passes décisives, des pourcentages hallucinants, 55% au tir, 44% à 3 points, 88% au lancer franc, c'est qu'il en prend beaucoup, mais tellement élégant dans le jeu, tellement efficace, tellement pur, qu'il en est même agaçant, tellement un scoreur hors pair, tellement un scoreur efficace qu'il en est agaçant. Et c'est le leader de la meilleure équipe de la NBA sur le début de saison. OKC sont sur des bases de équipe all-time. Et c'est en très grande partie grâce à Shai. Sans lui, c'est évident que OKC ne serait pas aussi haut, qu'il ne serait déjà pas champion l'année dernière. Et en plus, Shai est son propre potentiel successeur pour l'MVP, OKC peuvent réaliser un back-to-back. Et vu le début de saison, c'est ce qui peut se profiler. Il faut voir si ça va tenir dans la durée, s'ils vont pas avoir un moment de moins bien. C'est ce que je pense les différentes équipes de l'Ouest espèrent. Et en fait, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu réalises de telles statistiques et que tu es le meilleur joueur de la meilleure équipe? Tu peux pas dire grand chose de plus. Tu peux que le mettre premier de la course au MVP sur ses premiers mois de compétition. Et tu vois pas comment ça peut faiblir. Et j'espère pour eux que ça va, pour les fans du Thunder, que ça va pas faiblir, qu'ils vont continuer sur cette lancée, parce qu'on est sur une très belle équipe qui divise beaucoup dans la fanbase globale de la NBA. Mais il faut reconnaître que c'est une très belle équipe et qu'ils sont sur une dynamique sur les dernières années qui est exceptionnelle. Voilà pour le top 10. Bien sûr, j'ai quelques mentions honorables qui me restent dans ma poche. On peut commencer d'abord par Austin Reeves. Austin Reeves à côté d'un Luka Doncic qui réalise lui aussi un excellent début de saison, quasiment 30 points de moyenne, 5 rebonds, 7 passes décisives. C'est lui le lieutenant de Doncic quand LeBron n'est pas là. Et il réalise son plein potentiel avec un très bon début de saison au global des Lakers. J'aimerais beaucoup voir si Austin Reeves parvient à garder ce niveau-là, s'il parvient sur toute la saison à garder cette rigueur, ces statistiques et ce niveau de performance, parce qu'on pourrait avoir en face l'un des prétendants en tout cas pour le Most Improved Player. Même si l'année dernière il était déjà à 20 points de moyenne, s'il continue sur ses standards et qu'il finit à 28, 29, 30 points de moyenne, ce sera encore un gros step-up de sa part.
qu'on parle de Jalen Johnson du côté des Hawks, qui réalise lui aussi un début de saison de fou. 23 points, quasiment un triple-double de moyenne à lui aussi. Plus de 10 rebonds, 8 passes décisives. Il porte tout simplement sur son dos les Hawks. Comme Jalen Brunson, qui a 28 points de moyenne, qui porte aussi de son côté les Knicks. Il faut que les Knicks, en général, fassent plus, qu'ils montent de puissance pour que Jalen Brunson puisse se montrer encore plus et puisse montrer qu'il peut être considéré dans la course au MVP. Ensuite, évidemment, Anthony Edwards qui comme d'habitude, se montre du côté des Wolves, qui réalise encore des stats absolument folles, même si sur les derniers matchs, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, de l'autre côté, les Wolves continuent de gagner. Et on n'est pas à l'abri d'une grosse montée de puissance d'Anthony Edwards. Ensuite, Scottie Barnes. On s'attendait pas trop à ça, même si c'est un joueur avec énormément de talent. Seulement 24 ans. Il peut encore progresser. Et avec les Raptors, il réalise un bon début de saison. 20 points, quasiment 8 rebonds, 5 passes décisives, de très bons pourcentages. Même si les Raptors, c'est très compliqué, de l'autre côté, Scottie Barnes arrive à se montrer. Puis on finit avec ses mentions honorables, avec Jalen Duren, qui fait partie du duo fort des Pistons avec Cade Cunningham, et qui réalise aussi un très bon début de saison, 18 points de moyenne, 11 rebonds, à 65% au tir. C'est vraiment le pilier, le second pilier de cette équipe, pilier défensif de cette équipe. Et il fallait qu'on en parle dans les mentions honorables au moins. Voilà un peu pour ce résumé de la course au MVP. Je vous laisse bien sûr me dire en commentaire qui selon vous mérite de finir MVP, qui mérite selon vous de gratter le top 10 d'ici la fin de saison. Est-ce que j'ai oublié certains joueurs? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez dans les mentions honorables? Je pense notamment à Chet Holmgren qui aurait pu, j'aurais pu évidemment le nommer. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très important, ça me ferait très plaisir. Laissez un j'aime si la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et n'oubliez pas que nous sommes tous, à la fin de la journée, des fans de sport et de basket. Je vous remercie encore et à très bientôt sur la chaîne.